Merci de nous retrouver dans notre rendez-vous de la semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7 qui a le plaisir de recevoir pour vous ce soir Maître Désy Massani qui n'est pas à son premier passage, c'est pour la deuxième fois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Noëlla, merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Vous êtes acteur politique et cadre du parti présidentiel L'Union pour la démocratie et le progrès social. Comment Affirmatif, même si je n'engage pas ici mon parti, mais j'interviens comme acteur politique, je donne mes opinions librement. Acteur politique, et comment est-ce que vous voyez, quelle est votre lecture de la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo? Je pense que les partis politiques fonctionnent normalement, les acteurs politiques mènent leurs activités, l'opposition tente de faire ce qu'elle peut, le pouvoir travaille et tout se passe dans le cadre de l'exercice démocratique normal. Entre-temps, le peuple congolais ne mange pas comme il le faut. Je crois que si on va sur ce terrain-là, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de peuples qui sont dans ce cas. Ce n'est pas dire que nous devons nous accommoder à cette situation, mais c'est dire que les problèmes sont faits pour être réglés par les institutions, par les gouvernements. Et s'ils ont été mis en place, c'est parce qu'il est entendu que des problèmes sociaux, des problèmes financiers existeraient forcément. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas parfait, mais je pense que nous allons vers la bonne direction et que les perspectives d'avenir sont heureuses. Vous avez dit tantôt le pouvoir travaille, mais c'est que rejette avec la dernière énergie l'opposition congolaise. Et entre-temps, il y a certains observateurs qui affirment que petit à petit, le peuple congolais relâche Félix Tshisekedi. Bon, si ça vient des opposants, ce n'est que normal. Ce serait plutôt étonnant. J'ai parlé de certains observateurs. Bon, je ne sais pas de quel observateur il s'agit. Il faudrait encore savoir de qui il s'agit. Sinon, là, on tomberait dans les suppositions. Mais ce n'est pas étonnant que des opposants s'attaquent au pouvoir en place ou tentent de déprécier les efforts qui sont déployés par les gouvernants. Ce n'est pas étonnant que les opposants disent que ce qui est fait devrait être fait mieux. Et nous assumons pleinement notre action. Nous assumerons le moment venu notre bilan. Nous pensons que ce n'est pas parfait, qu'il y a encore des défis qui sont à relever, mais nous croyons que les perspectives d'avenir sont heureuses et que nous sommes sur la bonne voie. Vous parlez de votre bilan à quelques mois des élections prévues selon la Constitution en décembre 2023, selon également les calendriers rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante. Avec qui allez-vous partager ces bilans? Parce qu'à un moment, Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui dans l'opposition, a géré avec vous. Mais je pense que tous ceux qui ont participé à l'exercice du pouvoir pendant ces 5 dernières années sont comptables du bilan. FCC de Joseph Kabila y compris. On ne peut pas être membre d'un gouvernement et dire que l'action de ce gouvernement-là ne nous concerne pas. C'est du banditisme, c'est du brigandage. Ça ne se fait pas. Là, vous vous adressez à Ensemble pour la République et le FCC de Joseph Kabila Kabange qui aujourd'hui parle même de la corruption. Je ne m'adresse pas à des individus en particulier, mais je m'adresse à ceux qui estiment qu'on entre en politique ou on entre au gouvernement pour en tirer les dividendes, mais pas pour assumer ses responsabilités le moment voulu. Et aussi le courage d'appeler le chat par son nom. Bon, je pense que je ne vais pas battre campagne pour les acteurs politiques qui se disent de l'opposition. Encore qu'il y a à boire et à manger. Je suis d'accord avec l'ancien Premier ministre Muzito lorsqu'il s'offusque de constater que des personnes qui, il y a quelques mois à peine, étaient dans le gouvernement s'érigent en opposant radical. Je pense que c'est immoral. C'est immoral. L'actualité congolaise, mesdames, messieurs, reste dominée par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi à Kinshasa, avec une milice. La situation dans le Maïndombe, situation donc sécuritaire, est-ce un cadre propice ou est-ce que cela va permettre la tenue des élections en République démocratique du Congo? L'affaire Salomon, nous en parlons aussi dans notre rendez-vous de la semaine. Prenons à présent le premier dossier.
La situation est revenue à la normale dans la ville de Kinshasa après la grève des chauffeurs taxi du lundi 5 juin dernier. Cette grève avait pour raison principale la protestation contre les tracasseries routières, comme l'indiquent ces chauffeurs. Par rapport à la grève de Salagi, ils ont pour un choc les gars qui m'acassent, ils ont pour la Baoudjana, bapese kuba problème te baujana bakamikanda babirode EPP bazokanga ba receveur bazokanga ba chauffeur ya moni to bandika ki to baki ka journée wana ils à la grève to travailler te ba continuer ba lobby c'est possible que tout le monde bango lisuna nzela te or to continuer musala mais si ba continuer ka kozana nzela biso to continuer ka kosala grève on est de travailler le mois différent c'est ça par rapport que il y a toujours mon empêchement mais na ba Carrefour pe musu to mon pe ba roulage ba te alors musala o ya routier faut musala mboka PCR ne bima kamanzela ndenge zalaka ministre des transports il paraît selon notre information après si biso 10 jours to potana na malé 10 jours biso to na programme te biso solution na biso ne ba document o bazo senga biso to pesa mbongo mais mikadne ezate donc to na posa ba pesa biso mikana ba ba pesa biso ka invitation na esalaka 7 jours apamba ce que s'il obligatoire ba gens so ba na mutuka donc faut compliquer biso ka fort ya on a biso to na problème ité. À la question de savoir ce qui cause les embouteillages, un taximan l'explique par le manque de parkings et arrêts de bus. Il demande aussi à ses collègues d'être conscients dans l'exercice de leur travail afin d'éviter les embouteillages et autres incidents routiers. Normalement, avant, ça peut ni pas conduire et c'est un peu biso mon peu bateau ça faut conscience ces ala ya bo moto puisque ça musalo to sunga na la famille mais l'état na biso pe asunga biso surtout face à la réduction côté tali carburant et les arcs qui sont motos à conscience pour éviter l'embouteillage soit pour sous monde a conscience au moins le gars là kangati na télé na lingi tout ça na créé l'embouteillage et wana nde mabe na elle na biso ba rezate donc to tambola place na ce monde que client rôle ba kitsanga ya kitsi so pour le bique l'excel le place télé matin a créé problème l'état côté la neka client donc le bloc on sous faut ko linga ko landela ngope. Rappelons que la ville-province de Kinshasa fait face à des graves problèmes de circulation routière depuis plusieurs années et cela est l'une des causes des accidents. À travers un arrêté ministériel signé ce mercredi 7 juin 2023, le ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a revu à la hausse le prix du carburant terrestre dans les zones d'approvisionnement ouest et nord qui a été mise en application de ce jeudi 8 juin 2023. Selon cette nouvelle grille tarifaire, dans la zone de consommation ouest qui comprend les provinces de Kinshasa, Kwango, Congo central et Kwilu, les prix d'un litre d'essence quittent de 2800 francs à 2995 francs congolais. Dans la zone de consommation nord, précisément à Mbandaka, Kisangani et Akieti, qui est la Ebumba, le litre d'essence est fixé à 3540 francs contre 2900 francs pour celui du pétrole et 3590 francs les litres du gasoil. Signalons que le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a également au cours de cette activité échangé avec les représentants des sociétés pétrolières du Congo, d'où ces derniers lui ont déposé un mémorandum contenant leurs préoccupations sur les difficultés rencontrées dans ces secteurs. Il s'agit notamment ici de l'accumulation des pertes et manque à gagner. Les agents de service public de l'État du secteur de la santé publique haussent les temps. Dans cette déclaration commune, ils ont d'abord indexé le gouvernement de la République de soutenir par son silence la proposition de loi anticonstitutionnelle et liberticide du député national Guy Mafuta. Pour eux, il est hors de question de cautionner une telle proposition de loi. Elle vise, d'après eux, un soulèvement populaire de tout le personnel œuvrant dans le secteur de la santé publique. L'examen inopportun de cette proposition de loi en cette année électorale et dans un contexte d'agression de notre pays par le Rwanda et ses alliés, loin d'être la solution magique pour la réussite de la couverture santé universelle prônée par le président de la République, a vraisemblablement pour objectif non déclaré de soulever tous les personnels des secteurs de la santé et d'en faire des agents actifs des campagnes contre les auteurs affichés et non affichés de cette initiative rétrograde.
Les syndicats des agents du secteur de la santé publique invitent notamment l'Assemblée nationale à préserver le droit de grève au personnel de santé. En conséquence, nous, syndicats des agents du secteur de la santé publique, hygiène et prévention, demandons au gouvernement de la République d'assumer pleinement et sans autre forme de procès ses responsabilités dans la tenue des engagements pris dans le cadre des accords de Bibois 3. À l'Assemblée nationale, de préserver et de garantir au personnel de santé son droit de grève et de retirer toutes les dispositions liberticides et anticonstitutionnelles reprises dans la proposition de loi décriée. A noter que cette déclaration vaut d'office préavis de grève générale de tous les syndicats du secteur de la santé publique. Au cours de ce point de presse conjoint, le ministre de l'Environnement, Développement durable, celui de la Santé publique, Hygiène et Prévention et celui de la Pêche et Élevage, représentés tous par les secrétaires généraux, ont alerté sur la progression du nombre de cas suspects de la maladie Mpox ou variole des singes en RDC. 3962 cas suspects, dont 375 confirmés et 192 décès ont été notifiés, a affirmé la commission de coordination InSanté. Ce qui rend la lutte contre la maladie Mpox une urgence en RDC, affirme le docteur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB. Devant la gravité donc, de cette maladie, à l'INRB, nous avons dit qu'il y a un médicament que les Américains ont mis au point pour lutter contre la variole. C'est le Tecovirimat. Nous l'avons implanté, il y a un poste à Tunda, au Maniema, et un autre poste à Kolé, où nous avons donc commencé donc, à donner ce produit-là chez les malades atteints de Mpox. La prévention, il y a 2 vaccins de 3e génération. Il y a le MVA, qu'on appelle maintenant Quagenos. Nous l'avons utilisé d'abord dans le Chapa, chez les personnels soignants. La secrétaire générale du ministère de la Pêche et Élevage, Pascaline Mbungu, explique pourquoi cette progression des cas suspects. La variole des singes, monkeypox en anglais, causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés, les plus souvent des rongeurs, est le premier exemple en date de la multiplication des zoonoses. Une probabilité suite à la manipulation du gibier infecté en provenance des provinces frontalières en épidémie de monkeypox. En tant que ministre de Pêche et Élevage que je représente, nous avons donc l'obligation de veiller à ce que l'épidémiosurveillance de la faune domestique se passe normalement. Organisé avec le financement de l'USAID et l'appui technique de Breakthrough en Action, ce point de presse avait pour objectif la sensibilisation de la communauté nationale et internationale à s'impliquer pour éradiquer cette épidémie en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le directeur pays de Breakthrough Action, Didier Mbaye Kangoundier, a au nom de son organisme apporté un lot de dépliants et autres outils. Maître, que dit la Constitution en ce qui concerne le mouvement des grèves? La liberté du droit de grève est garantie par la Constitution. La liberté des mouvements syndicaux est garantie par la Constitution. Donc, je ne pense pas que l'intention de l'honorable Guy Mafuta, qui a initié ce projet de loi, est de museler les mouvements syndicaux, mais simplement, j'imagine qu'il veut, qu'il tente de remettre un peu d'ordre, parce qu'il faut dire que si les dispositions en ce qui concerne les mouvements de grève étaient scrupuleusement respectées de part et d'autre, au regard de la Constitution, au regard du Code du travail, je pense que cette initiative n'aurait pas eu son sens. Mais il arrive très souvent que les mouvements syndicaux ici en RDC, par exemple, se lancent dans des mouvements de grève sans préavis et sans respecter les dispositions légales y afférentes. Et à suivre cette déclaration, c'est comme si les blouses blanches respectent toujours des procédures. C'est tout à fait normal qu'elles s'expriment ainsi, qu'elles tirent le drap de leur côté. Mais je pense que il faut laisser le débat respirer en République démocratique du Congo. Il faut laisser l'Assemblée nationale
faire son travail, débattre de tous les projets de loi qui lui sont soumis et ne pas considérer qu'il y a des sujets qui sont tabous, qui ne doivent pas être abordés. Nous sommes en démocratie, c'est une initiative parlementaire qui peut ou ne pas aboutir. Donc on ne peut pas étouffer le débat démocratique. Mais lorsque les gens revendiquent depuis très longtemps, nous voyons toujours les blouses blanches menacées ou aller en grève et qu'il y a toujours un silence du côté du gouvernement, soit le gouvernement s'engage et ne le respecte pas. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est poser des questions. Madame, gréver, c'est un droit, nous le reconnaissons, mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Même si il est vrai que compte tenu de la situation de notre pays, la situation sécuritaire à l'Est et toutes les autres raisons qui font que nos finances publiques sont vivement sollicitées, il faut saluer les efforts du gouvernement pour satisfaire, parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a les enseignants, il y a d'autres corps professionnels. Mais la situation de la République démocratique du Congo est ce qu'elle est aujourd'hui. Nous faisons face à une agression à l'est de notre pays. L'agression n'a pas commencé aujourd'hui. Qui est extrêmement coûteuse. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Mais peut-être que vous conviendrez avec moi que le budget alloué à l'armée, par exemple, pour faire face à ces défis, a aujourd'hui multiplié x 10. Donc il y a des implications, il y a certainement des conséquences sur d'autres secteurs de la vie nationale. Et je pense que les syndicalistes, ils sont dans leurs droits, mais je pense qu'il faut que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin. C'est un débat parfois entre certaines personnes. Est-ce que le blouses blanche, partant de leur serment qui est de sauver des vies, sont aussi dans l'obligation d'aller en grève, même si ce mouvement est garanti par la Constitution, mais ils ont quand même juré pour la protection de la vie, sauver des vies. Je ne veux pas ici faire la leçon aux médecins. Vous évoquez un aspect très important qui est celui de la moralité finalement dans les milieux professionnels. Ce qui se passe dans nos hôpitaux aujourd'hui laisse à désirer. Payer ou pas payer, mais les médecins, les infirmiers, bref, tout le corps médical donne un spectacle aujourd'hui, parfois qui déshonore et qui est à la base même de nombreuses pertes en vies humaines. Il y a beaucoup de personnes. Il y a des serments, mais qui ne sont pas respectés. Il y a des problèmes d'éthique. Je ne remets pas ici en cause la nécessité de voir leurs conditions de travail être améliorées. Mais je pense que... Nous partons quand même sur des faits qui sont réels. Absolument, ce sont des faits réels. Et je pense que les uns et les autres... D'ailleurs, quand on dit à un Congolais, avant de te toucher, il faut d'abord de l'argent. Absolument. Et il y a même des hôpitaux où on vous vend une seringue qui sort d'un sac à main. Voilà, donc il se passe des choses quand même très étranges. Mais ils attribuent si cette situation, c'est parce que les conditions ne sont pas. Est-ce que ça, c'est une raison de se comporter de la sorte? Je pense que ça, c'est juste un problème d'éthique et de moralité. Maître, vous l'avez certainement, vous avez peut-être fait face à cette situation, les embouteillages dans la capitale de la RDC. Cette semaine, c'était quand même catastrophique. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de ces embouteillages? Malgré les efforts du gouvernement, on a l'impression que les choses ne font que s'empirer. Les mouvements de grève, les embouteillages, j'aimerais qu'on se comprenne bien. Ça fait partie de la vie des États. Aux États-Unis, vous en trouverez des embouteillages à certains endroits. Et partout au monde. Mais non, c'est quand même pire à Kinshasa. Les mouvements de grève, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Les mouvements de grève, les mouvements syndicaux, les grèves des transporteurs, etc., ça existe partout au monde. Donc, je ne le dis pas pour dédouaner le gouvernement de ses responsabilités, mais je le dis déjà pour qu'il soit entendu de tous que ce sont des faits tout à fait normaux. Oui, ce sont des faits qui sont normaux, bien sûr, mais, mais la situation quand même en RDC, est-ce que... Maintenant. Oui, allez-y. Maintenant, il faut dire qu'il y a des efforts à faire dans l'encadrement du point de vue de la discipline des forces de sécurité, du moins des agents qui sont commis à la sécurité routière, parce qu'il y a véritablement des tracasseries qui, à un moment donné, doivent être recadrées. J'en conviens. Mais je viens de suivre
votre reportage qui parle aussi de la hausse du prix du carburant, etc. Mais d'abord, il faut savoir que ça, c'est une question qui ne dépend pas que des facteurs endogènes. C'est une question qui dépend aussi des facteurs exogènes. Mais, c'est-à-dire, dites-nous. Du cours du pétrole à l'international, ça c'est premièrement. Mais aussi, vous devriez savoir que dans la sous-région, la République démocratique du Congo est l'un des pays où le coût du carburant est le plus bas. Nous sommes aujourd'hui à 1,3 $, alors qu'autour de nous, on est déjà autour de 2 $, 2,5 $ et même 3 $ dans certains États. Les pétroliers font un manque à gagner. En principe, le litre du carburant en République démocratique du Congo devrait coûter autour de 4 300 ou 4 500 francs congolais. Si vous payez 2 900 francs, c'est parce que le gouvernement prend en charge une partie de francs que la population devrait déverser. Donc la population doit savoir qu'à chaque fois que vous allez vous approvisionner en carburant, le gouvernement paye votre carburant. Et au Sénégal, par exemple, le nouveau président de la République, plutôt, je disais au Sénégal, au Nigeria, le nouveau président de la République a des problèmes avec son peuple parce qu'il a supprimé le paiement par l'État, la prise en charge de ce manque à gagner-là. Cette prise en charge du manque à gagner nous coûte par an environ 2 milliards de $. Au gouvernement congolais. C'est de l'argent avec lequel on peut construire des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux, même améliorer les conditions de paie des fonctionnaires de l'État. Mais le gouvernement le prend. Et à partir de ce moment-là, lorsque le carburant coûte de 2 800 à 2 900 ou 2 950, je pense que la population peut quand même comprendre. Hein, absolument, c'est tout à fait. Revenons quand même sur les embouteillages avant de prendre ce deuxième dossier. Les embouteillages, aujourd'hui, les questions se posent. Est-ce normal? Évidemment, la police de la circulation routière qui sont en train de faire le travail, mais nous voyons aussi des éléments qui ne sont pas des PCR, qui sont des policiers en train de faire ce travail. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des efforts à faire pour améliorer justement l'encadrement de la circulation routière à Kinshasa. Mais on peut comprendre que dans certains carrefours, lorsque les éléments qui sont commis à la circulation sont débordés, qu'ils soient suppléés par d'autres éléments. Mais on ne peut pas cautionner l'immoralité dans les chefs des forces de sécurité. Ça, c'est tout à fait condamnable. Et je pense qu'il y a des efforts qui sont vraiment à faire du point de vue de l'encadrement de ces éléments. Madame, Messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. Une fois montées, ces pièces détachées vont donner forme à un bus de marque Mercedes capable d'assurer le transport en commun. Il fallait attendre 3 décennies pour voir la République démocratique du Congo ouvrir de nouveau une usine d'assemblage de véhicules sur son territoire. Pour inaugurer cette nouvelle unité de production, c'est l'artisan de la bonne gouvernance et de l'assainissement continu du milieu des affaires, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui effectue le déplacement de la 12e rue Limété. Décidément, c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesse. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage des engins roulants, des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes, locales, nationales comme étrangères, mais la société Transco en tirera des grands avantages car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai. Félix Antoine Tshisekedi a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco montés dans cette usine, question d'expérimenter son confort.
Il n'était donc pas impossible de voir en circulation un véhicule avec la mention fabriqué en RDC. Il suffisait juste d'une volonté politique. La volonté est faite. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est de plus en plus déterminé à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et de recensement conformément à son programme d'action 2021-2023 et selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la cérémonie des signatures officielles du protocole d'accord entre la Commission électorale nationale et indépendante, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national de la statistique. Dans son mot des circonstances, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui s'est montré très heureux, a commencé par rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'accomplissement de sa promesse d'offrir la carte nationale d'identité à la population congolaise qui tend à se concrétiser. De la CENI, de l'ONIP et de l'INS. Et les remercier particulièrement pour le travail fait avec le comité technique. Dans cette même logique, le président de la centrale électorale Denis Kadima n'a pas manqué de saluer la détermination du Premier ministre qui a tenu fermement à la mutualisation malgré les difficultés rencontrées sur terrain. En effet, aujourd'hui, nous avons ce fichier, mais je dois vraiment reconnaître le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui n'a pas perdu sa patience au moment où nous avions à un certain moment l'impression que les objectifs de la CENI, de l'ONIP et de l'INS étaient incompatibles. Après, s'en est suivi les différents speeches des responsables des institutions concernées, suivis par la signature du protocole d'accord de ce document. Constitue également la preuve de l'intérêt que le gouvernement de la République porte encore sur le développement du système statistique dans notre pays. Pour nous, l'occasion de saluer enfin la qualité des travaux intenses réalisés par les experts de nos trois institutions avec l'appui de tous les autres membres du comité technique de la mutualisation. À noter que le président de la CENI, Denis Kadima, a promis d'accompagner l'ONIP et l'INS. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De l'appropriation par les pouvoirs publics des résultats de la première enquête du baromètre national climat des affaires. Le président de la République a commencé par saluer la présentation des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires BNCA, intervenue sous sa houlette le 6 juin 2023, tel qu'il avait annoncé à la 94e réunion du Conseil de ministres du 14 avril 2023. Le rapport se révèle aujourd'hui comme un précieux outil, mieux un miroir, qui permet au pouvoir public de regarder en face les réalités de l'environnement économique tel que vécu quotidiennement par les opérateurs économiques au contact de l'administration publique et de ses animateurs respectifs. À travers un exercice de dialogue franc public et privé, auquel chaque membre du gouvernement et chaque membre responsable d'une administration publique devrait désormais s'en donner en guise de redevabilité sur la nécessité de relever le défi de l'amélioration du climat des affaires, condition sine qua non pour attirer et conserver les investissements dont notre pays a besoin pour son développement socio-économique. En dépit du fait que les opérateurs économiques ont exprimé une appréciation positive de leur performance dans la conjoncture économique actuelle, le président de la République a encouragé le gouvernement à travailler pour améliorer les scores globaux de notre pays. C'est ainsi qu'en plus des orientations claires qu'il a données au gouvernement et aux acteurs de l'appareil étatique à l'occasion de son allocution à la cérémonie précitée, il a demandé au Premier ministre d'accélérer sans délai la mise en œuvre du plan d'urgence du climat des affaires. Ces plans, dont l'implémentation
devrait couvrir tous les services publics à impact direct ou indirect sur le climat des affaires, devrait combiner les dimensions politiques, techniques et humaines pour que les réformes nécessaires soient réalisées d'ici la fin de cette année. Le président de la République a insisté sur la nécessité de mettre en place un dispositif de prise en charge et de suivi des différentes recommandations issues des échanges entre parties prenantes lors de ces dialogues publics et privés. Général, l'équipe de garde est rangée pour prendre les honneurs et pour vous accueillir à votre visite aujourd'hui. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a assisté à l'audience publique en matière de flagrance de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete. En cause, le ministère public contre les prévenus Grégoire Mupanda. Ce magistrat à la Cour d'appel du Congo central à Matadi est poursuivi en infraction flagrante de corruption pour avoir accordé moyennant cautionnement la liberté provisoire en appel à un violeur qui a été déjà condamné au premier degré par le tribunal des grandes instances de Boma. Alors qu'ils sont de la Cour d'appel de Matadi, si ces deux magistrats prévenus sont présentés à la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, c'est en conformité à la loi qui veut qu'ils soient transférés devant la juridiction la plus proche de leur ressort. La procédure n'a pas été violée. Ils ont été sommairement entendus. Mais ils devaient être transférés devant la juridiction la plus proche de leur ressort. Parce que le ressort de Matadi ne peut pas le juger. Ça, c'est la loi, les statuts de magistrat. À la requête de la défense de solliciter la remise pour ne pas avoir accédé au chef d'accusation, le ministère public a ici rappelé à l'intention de la défense quelques notions en matière de flagrance. En matière de flagrance, même la simple lettre du parquet suffit. Je dis bien, la simple lettre du parquet suffit. Et la Cour, et le ministère public, et la défense prennent connaissance du dossier à l'État. Sous l'œil du procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete et celui du coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'audience a été renvoyée au lundi 12 juin prochain. Le procureur général près la Cour de cassation est reparti satisfait de voir que la récréation est terminée au sein de la justice congolaise. Car dès son entrée en fonction, Firmin Vondemambou avait promis la fin de l'impunité à tous les magistrats qui seraient trempés dans un dossier de corruption. Le président de la République a inauguré le week-end dernier une usine de montage des véhicules en République démocratique du Congo. Mais la question que les Congolais se posent, maître, ça sera à la fabrication ou montage? Peu importe. Peu importe. Vous avez quand même suivi aussi ces débats à travers les réseaux sociaux. Absolument. Et je suis quand même offusqué de constater. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'il y a cette absence de patriotisme et d'esprit républicain. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais parce que lorsqu'il y a une action qui va dans le bon sens, on essaye de chercher une faille ou un élément qui permettrait de contester les efforts qui sont fournis ou de remettre en cause l'avancée qui a été effectuée. Je pense que le plus important, ce n'est pas cela. Il faut considérer désormais que nos sociétés de transport auront beaucoup moins de mal à acquérir de nouveaux bus. Donc, à contribuer à la mobilité de la population dans ses déplacements. Mais la population... Premièrement. Deuxièmement, il faut aussi considérer qu'il y a des Congolaises et des Congolais qui vont trouver de l'emploi dans ces usines de montage. Troisièmement, il faut aussi considérer le fait qu'il y a une technologie finalement que la main-d'œuvre congolaise apprend. Et ça, c'est important. Il y a peu, on nous vantait limité dans son quartier industriel parce qu'on disait qu'autrefois, il y avait des usines, etc. Maintenant que ça vient, on cherche encore à le dénigrer et à le mépriser. Et il faut signaler que cette usine arrive après 3 décennies. Absolument. Et je pense que ce n'est pas correct de parler avec mépris
lorsqu'il y a des progrès aussi significatifs qui sont fournis. Mais quelque part, maître, vous ne trouvez pas que ces Congolais qui se posent tant de questions en raison parce qu'il s'agit d'une usine de montage des véhicules. Mais lorsqu'on voit ces bus, on a écrit fabriqués en République démocratique du Congo. Maintenant, d'après vous, lorsque des pièces détachées arrivent en République démocratique du Congo et qu'elles sont montées ici pour être mises en circulation, pourquoi on ne dirait pas que les bus sont fabriqués en RDC? C'est un problème de sémantique. C'est une politique, plutôt une polémique qui est juste instrumentalisée par l'armée numérique de nos amis de l'opposition. Pour quel objectif? Nous connaissons le joueur et le jeu. Vous parlez de l'opposition? Absolument. Parce qu'on a vu à travers les réseaux sociaux ceux qui ont alimenté cette polémique hier. C'était les communicateurs de certains acteurs politiques bien identifiés, bien connus. Et on a tout de suite compris la manœuvre et la démarche. Pour la première fois, je ne sais pas, après, pas la première fois, mais après tant d'années au moins, avec la démarche déjà amorcée, il y aura des cartes d'identité pour les Congolais. Et mettre la dernière carte d'identité donnée aux Congolais remonte à quelle année? En 1984, je crois, parce que c'est le dernier. Zaïre? Oui, le dernier recensement a eu lieu en 1984, donc il y a 39 ans. Là encore, vous trouverez des gens qui vous diront les cartes d'identité seront fabriquées ou montées en RDC. Au lieu de regarder l'avancée qui a été opérée, comment a-t-on pu fonctionner sans avoir de carte d'identité? Sans identité. Comment peut-on planifier le développement d'un pays si on ne sait pas exactement combien nous sommes? D'ailleurs, la question que j'allais poser, quel est le problème que cela va résoudre? Parce qu'on a attendu longtemps, les gens se posent des questions, surtout certains les Congolais lambda, finalement, ça va résoudre quel problème? Mais madame, dans votre maison, si vous ne savez pas combien de personnes y habitent, vous ne savez pas comment planifier vos achats. Vous ne savez pas quelle est la quantité des provisions que vous allez faire. On ne peut pas planifier de manière sérieuse le développement si déjà nous ne savons pas à combien nous sommes. C'est très important parce que ça permet d'avoir des statistiques claires, de savoir quel est le nombre exact que nous sommes, nous, Congolais. Nous allons toujours par des suppositions. On dit que nous sommes à 15 millions à Kinshasa, mais qui le sait? Comment le sait-on? On dit que nous sommes à 100 millions de Congolais, mais ça vient d'où? Et ça, c'est des données très importantes, notamment pour le ministère du Plan, qui aideront dans tous les secteurs de la vie nationale, même en ce qui concerne la répartition. On parle souvent de la répartition des richesses, etc. Oui, mais nous sommes à combien? Combien de Congolais travaillent aujourd'hui? Combien sont dans le secteur informel? Donc, c'est une avancée significative et très importante que nous devons saluer. J'en profite pour saluer la clairvoyance du président de la République et du gouvernement conduit par le Premier ministre Sama Lukonde. Au début, on nous a emmenés dans des polémiques en nous disant, voilà, maintenant qu'ils veulent qu'il y ait de nouvelles cartes d'identité, ils vont post-poser les élections en les conditionnant à la délivrance des cartes d'identité. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde voit que les élections auront lieu en décembre et que, concomitamment, il y a ce travail qui consiste à quelle est l'opération qui devait être faite en avant? Peu importe. Mais une chose est vraie, les échéances électorales sont... on ne peut pas les renvoyer à plus tard. Après 5 ans, nous devons avoir des cycles électoraux et nous tenons à respecter cette date. Le président de la République a pris cet engagement, le gouvernement l'a pris, la CENI l'a pris. Donc, la délivrance des cartes d'identité ne va en rien remettre en cause l'organisation des élections, ce qui prouve la bonne foi. Au départ, lorsque l'ONIP a été créé, ce n'étaient pas les mêmes intentions qu'aujourd'hui. D'où, en 2015, nous étions encore dans l'opposition. Il y a eu des manifestations qui ont fait avorter le projet macabre qui se cachait derrière. Et qu'en est-il aujourd'hui de cette démarche pour les permis de conduire? Quand même, c'est honteux. Un pays comme la RDC n'a pas de permis de conduire. Vous avez parfaitement raison de dire que les Congolais méritent d'avoir leur permis de conduire, mais encore il faut que les permis de conduire congolais soient un permis de conduire qui est délivré dans les normes, dans les standards internationaux, et là il y a un travail à faire. Deuxièmement, que tout le monde n'ait pas accès au permis de conduire comme ce fut le cas il y a quelques années,
où on l'achetait carrément, même quelqu'un qui ne sait pas conduire pouvait avoir un permis de conduire. Il fallait absolument remettre de l'ordre dans le secteur et puis voilà. Donc je pense qu'il faut plutôt regarder dans cette direction-là et ne pas tout diaboliser. Mais quand même, c'est un manque à gagner pour le pays, non? Absolument. Mais je pense que dans les semaines, dans les mois qui viennent, il y aura des avancées par rapport à cette question. Madame, Messieurs, avant de prendre ce troisième dossier, mettre un mot par rapport à cette situation que vous avez suivie. Il y a quand même aujourd'hui des magistrats qui répondent de leurs actes parce qu'ils sont trempés dans la corruption. Le président de la République, lors de son accession au pouvoir, avait fait de la justice l'un de ses piliers fondamentaux. Voir aujourd'hui que des magistrats sont poursuivis pour ce genre de faits, c'est encourageant. Mais tant que cela se fait dans le respect de tous les droits de la défense, nous ne pouvons qu'encourager. Place à un autre dossier. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu en audience une mission exploratoire de l'Union européenne conduite par Vincent Ringebert de la division démocratie et observation électorale du service européen pour l'action extérieure. Les deux parties ont tenu à examiner en profondeur les possibilités d'envoi d'une mission d'observation électorale pour les scrutins à venir. Dans le couloir, l'hôte de Denis Kadima est revenu sur l'essentiel des échanges. Je viens de rencontrer le président de la CENI dans le cadre de la mission exploratoire électorale de l'Union européenne ici. Cette mission en fait a pour objectif de voir si les conditions sont réunies pour déployer une mission d'observation électorale au Congo pour les prochaines élections prévues en décembre 2023. Donc dans ce cadre, on a échangé avec le président Kadima et puis son équipe pour expliquer le contexte de notre mission et en savoir un peu plus sur le processus électoral et les avancées accomplies jusqu'à maintenant et les défis qui s'annoncent. Le but, c'est surtout de voir si les conditions sont réunies pour que l'Union européenne envoie une mission d'observation électorale, si nous avons une valeur ajoutée, si une mission d'observation électorale en décembre 2023 est quelque chose qui serait viable, quelque chose qui serait utile et quelque chose qui serait souhaitable pour la RDC et pour sa démocratie. Notons par ailleurs que le président de la centrale électorale Denis Kadima était assisté du deuxième vice-président de la CENI Didi Manara, du rapporteur adjoint Paul Mouindo et du questeur adjoint Sylvie Birembano. Comme l'alternative la plus crédible, puisque nous ne devons pas toutefois nous allier à des opposants ou à d'autres formations politiques sur base de seul objectif de chasser M. Tshisekedi du pouvoir. Non, nous voulons discuter sur des bases de programmes de gouvernance et que nous restons et demeurons solidaires avec tous nos amis de l'opposition. Tout ce qui les arrive, ça nous affecte et ça nous interpelle. Basala audit du fichier électoral, parce que déjà même par le timing ça pose déjà problème. Mais nous avons un biso et Dali Lissoté. Biso 2022 et 2023, le 20 décembre, tout le monde a une élection. Pour tricher, mata, tuta, le coup la même sur la voter, bakolonga, té. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante reste déterminée à respecter le délai constitutionnel, donc les élections en décembre 2023. De l'autre côté, l'opposition rejette l'actuelle CENI. Maître, que faut-il faire aujourd'hui pour mettre tout le monde d'accord? Madame, nous avons des lois dans notre pays. Il y a une constitution. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne peut plus aller dans une autre direction. Nous devons organiser les élections et nous tenons à les organiser pour respecter la constitution de notre pays. Est-ce que c'est parti pour des contestations? Bon, maintenant, s'il faut à chaque fois céder aux caprices des acteurs politiques congolais
qui ont peur des élections, qui sont habitués au dialogue, au conciliabule, pour se partager des postes, pour saigner à blanc les caisses de l'État, et ensuite appauvrir la République, nous ne sommes pas prêts à suivre cette démarche-là. Il y a encore peu, on disait que le pouvoir avait peur d'organiser les élections, mais aujourd'hui, de plus on avance, plus la population se rend compte qui a véritablement peur des élections. Ça devient de plus en plus clair maintenant. Et qui ont peur ou qui a peur des élections? Mais vous n'avez qu'à lire les cahiers des charges de ceux qui organisent des marches récemment, qui posent des questions, qui nous renvoient tous après décembre. Comment peut-on vouloir à la fois changer le bureau de la CENI, faire partir le président de la CENI, réformer la Cour constitutionnelle, réformer la nouvelle loi électorale et considérer qu'on aura des élections en décembre 2023? Est-ce raisonnable? C'est un appel de pied, c'est une manière d'appeler au dialogue, d'appeler au conciliabule, et nous pensons que le peuple... Et si c'est le dialogue que les autres cherchent, vous pensez que quelle sera donc la position? Madame, mais le dialogue en démocratie est permanent. Nous avons des institutions en place. Nous avons une Assemblée nationale, nous avons un Sénat dans lequel siègent l'opposition et la majorité. Les députés d'Ensemble pour la République n'ont pas encore démissionné de leur siège de l'Assemblée nationale. Les députés de l'ECID également. Et que sais-je encore? Mais pourquoi ne pas poser les problèmes dans le cadre des institutions? La démocratie, c'est aussi la loi de la majorité, madame. Ou alors nous ne savons pas ce que nous voulons. Élection, c'est vrai, en 2023, mais les conditions sécuritaires. Oui. Une autre question, la situation dans l'Est, à Kinshasa, vous avez l'information et cette nouvelle milice. Mais toutes ces choses, lorsque vous les scrutez profondément, elles répondent à un schéma. Perturber le processus électoral, empêcher qu'il y ait des élections qui seront tenues à l'heure, pousser au dialogue, au conciliabule, pour une répartition des postes. Et qui sont derrière cette insécurité? Suivez mon regard, madame. C'est-à-dire? Suivez mon regard. Ceux qui ont peur des élections ont tout intérêt. Je pense qu'il y a certains événements récents qui nous ont donné des indicateurs clairs qui peuvent nous faire comprendre que nous ne parlons pas le même langage. Vous parlez de quels événements? Lorsque nous parlons d'élections, apparemment, il y a des compatriotes qui ont un autre schéma. Mais la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est résolument engagée dans la consolidation de son processus démocratique et nous pensons que rien ne nous fera reculer. Et entre-temps, le Parlement continue à proroger l'état des sièges décrété dans une partie de l'Est du pays et ce sont des milliers de Congolais qui y sont. Mais quel est l'objectif de l'état de siège, madame? Il y a des objectifs à la fois militaires, il y a des objectifs stratégiques et tant que le président de la République, le gouvernement, l'armée, notre armée, les services de sécurité qui sont en présence estiment qu'il y a lieu de proroger cet état de siège, je ne pense pas que c'est au cours d'une émission de télévision que le gouvernement viendrait étaler ou que l'armée viendrait étaler tous les secrets liés à la stratégie de la défense du pays. Non, on parle pour les élections, ça sera avec ces provinces sous état de siège ou sont ces provinces? Mais ce sont des compatriotes qui ont le droit de vote. L'état de siège ne suppose pas qu'il y a restriction des libertés ou des droits civiques et politiques pour ces populations-là. Ils vont voter au même titre que nous, ce sont des Congolais, ils en ont le droit. Ils vont voter, le moment venu? Oui, absolument. Les gens craignent une certaine situation comme lors des dernières élections. Il y a une partie de la population qui n'avait pas voté au même moment que les autres. Et que c'est là qu'on a parlé c'est que les opposants en son temps parlaient de tricherie. Vous voulez faire allusion à la partie de Beni et de Butembo qui n'a pas participé aux élections lors du cycle... Oui, le dernier cycle. Parce qu'il y a des voix qui estiment que ce sont les voix que vous préparez pour tricher. Non. Comment peut-on préparer des voix d'une zone qui est en guerre où les populations ne vont pas voter? Ça n'a pas de sens, madame. Je pense que nous avons juste une opposition qui se recherche encore et qui est en perte de vitesse. Et voilà, je pense qu'ils n'ont pas eu
la promptitude nécessaire pour s'organiser au courant de cette législature. Et maintenant que nous approchons des échéances électorales, cette réalité les rattrape. Vous avez suivi la loi sur la répartition des sièges a été jugée recevable. Comment vous trouvez ce document? Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil? Oui, mais d'abord, ceci s'inscrit dans le même ordre d'idée de ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes résolument engagés pour aller aux élections, madame. Nous irons à ces élections. Les Congolaises et les Congolais ont le droit de se choisir leurs dirigeants. Et personne Maître Désir, vous savez quand même priver. que tout peut changer. Et si nous arrivons au mois de décembre, qu'il n'y a pas d'élections? Quel serait le facteur qui amènerait ce... Votre discours ne changera pas. S'il y a des facteurs insurmontables, imprévisibles, qui feraient qu'il n'y ait pas élection, en ce moment-là, je changerai évidemment de discours parce qu'il s'agit de cas fortuits, de cas de force majeure. Mais en l'état actuel des choses, je ne vois pas quels sont les paramètres qui pousseraient le gouvernement à estimer qu'on ne doit pas avoir des élections en décembre. Tout est fait pour qu'il y ait des élections et que les Congolais et les Congolaises se choisissent. Malgré ce qu'on avait, c'est que la CENI avait quand même décrié les manques de moyens financiers, les contraintes d'ordre financier. Je vous dis tout de suite qu'aujourd'hui, ces questions sont résolues. La CENI ne peut plus aujourd'hui parler de contraintes financières ou du manque de moyens financiers. Parce que le gouvernement a assumé ses responsabilités, s'est acquitté de ses devoirs quant à ceux, notamment à travers le ministère des Finances. Madame, Monsieur, prenons ce dossier. Qu'est-ce qui se passe avec Salomon Escadila, conseiller du président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi? On en parle. L'état-major des renseignements militaires des FARDC a été ce lundi 5 juin 2023 devant la presse. Objectif, fixer et éclairer les chevaliers de la plume et de l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'interpellation musclée le 30 mai 2023 à l'aéroport international d'Ndjili de Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Les services spécialisés des FARDC reprochent à Salomon Idi Kalonda Dela le fait rapporté ici par le lieutenant-colonel Kangolingoli Patrick, conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires. Les poursuivons pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Nous les poursuivons également pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Et nous les poursuivons pour la toute dernière fois pour atteindre à la sûreté intérieure de l'État. Au cours du point de presse organisé dans la salle des souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense dans la commune de la Gombe, le colonel Kangoli a mis à jour la complicité de Salomon Idi Kalonda avec les M23 et les officiels de Kigali. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela était pris en charge depuis longtemps par les services du renseignement. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idi Kalonda Dela était en contact permanent et fructueux avec les officiels du mouvement terroriste M23 RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katangé. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Idi Kalonda Dela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Frère, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23 RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Rumi Gajamari, qui est le chef de la branche politique du M23 RDF, avec les généraux du RDF, en l'occurrence le général Kabuterwa Patrick, le général Luki, le général Alex et M. Karega Vincent, ancien ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, afin d'encourager la guerre menée par le M23 RDF.
détentèrent sans titre ni droit des l'arme de type pistolet GP de calibre 9 mm, numéroté CTPN 33 30 46 46, Salomon Kalonda risque de tomber sous l'infraction de détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Il risque aussi d'être poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline, pour entretien sans titre ni droit d'une garde composée des militaires des FARDC armés sous les ordres des majors. Suite à ces contacts permanents et suivis avec les agresseurs de notre pays, il est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. A été opéré à la résidence de M. Moïse Katumbi, président national de Ensemble, ici à Kinshasa, Galema, sans que le propriétaire des lieux n'ait été prévenu de cette action, alors que lui-même est absent de Kinshasa et qu'aucun membre de sa famille n'est présent sur les lieux. Au terme de cette opération irrégulière et cavalière, rien d'anormal n'a été trouvé ou retenu. Les PV dressés à la main par les visiteurs comportaient des vides entre les paragraphes qui ont mis la puce à l'oreille de la personne trouvée dans le voisinage et qu'on a pressé de signer. Faute de garantie d'obtenir une copie par devers elle, cette personne n'a pas signé. Nous apprenons également que dans le même temps, les résidences de M. Salomon Kalonda Ididela ont fait l'objet de perquisitions illégales. Ce qui s'est passé chez lui à Lubumbashi est tout simplement innommable. Les agents ont bouclé une partie du quartier de sa résidence, évacué toute personne présente aux alentours, refusé l'accès aux avocats du propriétaire des lieux, dont ils ont forcé les portes pour opérer leur forfait. Une perquisition et la fouille d'un lieu ont envie d'y trouver les preuves d'une infraction. Jusqu'au moment où nous faisons cette communication, personne n'a pu nous dire de quelle infraction Moïse Katumbi est présumé l'auteur. En vertu de l'article 29 de la Constitution de notre pays, je cite, « Le domicile est inviolable ». Ambiance au rendez-vous dans une cour de la permanence du parti pleine comme l'œuf. Augustin Kabouya retrouve la chaleur des multitudes des militants après ses deux voyages effectués respectivement en Belgique et en Afrique du Sud. Ému de l'accueil lui réservé, Mwana Bouté ne s'empêche pas de dire sa gratitude. Voyage nyonso d'une manière générale et tambolaki malam. Moussala nasalaki na Europe. C'est le même travail au Nasalaki en Afrique du Sud. Et je ne peux pas terminer au sujet à tourner nanga sans na remercier bino na accueil pour réserver kinga na deux voyages. En tout cas, ne pas vous remercier, ça sera de l'ingratitude de ma part. Bolaksaki na mokili mobimba, combien vous avez soutenir parti nabino, combien vous avez soutenir chef de l'État. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait. Autour, il y a des voyages au Nasalaki, Bonbete la Maboko Makasi. Face aux velléités par une frange de l'opposition de créer le chaos pour empêcher la tenue des élections au pays, le secrétaire général du parti au pouvoir a exhorté l'assistance à la vigilance. Ce que moni mutoazo memelo discours au stati nabiso au congrès tozo sala boye tuna yekeme makanisi nayo eza boni na onyoso baza kofinga tata mokonzi ya école na onyoso bazolo bake Tshisekedi alongo na pouvoir. D'un côté batu bamipesi mission batu akatumbi balobi Tshisekedi alongo na pouvoir. Ba sous-traitance ya Katumbi na IDPS balobi Kabuya ifo alongo na ki secrétaire général. Ngai na vandi naza komona baza ko dresser batu contre mokonzi mboka baoni ke baza ba Tshisekediste bavandi na bango calme net likambo ezate. Vous pensez que moi je peux soutenir des gens pareils? Ce sont des hypocrites qui travaillent pour leur propre ventre. Un vrai combattant doit défendre le régime et les chefs de l'État. Priorité Nabiso ezako travailler pour na kopesa second mandat na tata mokonzi ya ekolo kopesa lisusu na majorité. Alors que certains s'emploient à dénaturer son recadrage face aux appels à la haine tribale de deux élus du parti Ensemble pour la République,
Augustin Kabouya appuie sur l'accélérateur. La communauté internationale devrait être regardant vis-à-vis de Moïse Katumbi, chef du parti Ensemble. Bangonyo Somi Balé, ce sont les cadres de l'ensemble des présidents Katumbi. Mais avant marche, ils avaient promis la mort aux Congolais. Ils avaient prédit tous les malheurs possibles qui pouvaient arriver. Est-il permis aux OPJ d'organiser une conférence de presse? Est-il interdit à un service de renseignement de communiquer lorsqu'une affaire suscite la clameur publique? Absolument pas. Madame, nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte électoral, dans un cercle électoral, avec une opposition qui tente de se victimiser à l'international en salissant l'image du régime et en vendant l'image du régime comme étant un régime dictatorial ou policier qui restreint les libertés et les droits fondamentaux. C'est ça la démarche, selon vous, la démarche des opposants? Absolument. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et on sait qu'ici, en République démocratique du Congo, nous avons un spécialiste maison dans ce domaine-là. C'est qui? Suivez mon regard, madame. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, je parle de l'international, mais ici, au Congo, cette affaire a suscité beaucoup de passion. Parce que, il faut dire que les personnes concernées, M. Katumbi et son parti politique, ont une armée numérique, une armée dans les médias qui fait un grand travail de manipulation de l'opinion. À partir de ce moment-là, les services de renseignement sont obligés de communiquer pour clarifier la situation. Les faits reprochés à M. Salomon Kalonda, qui aujourd'hui... Il a même été transféré à la prison de Ndolo, nous apprenons. Bon, je pense qu'il n'a pas encore été déféré devant son juge naturel. Donc, et il ne fait pas encore l'objet d'une condamnation définitive. Donc, il est encore présumé innocent. Mais il faut comprendre que la nature des faits qui lui sont imputés sont d'une gravité telle que certainement les autorités ont estimé qu'on devait le garder encore. Et je pense que ce n'est que normal que les services de renseignement aient communiqué. Par rapport à ce dossier-là, il y a quand même d'autres questions. Surtout, vous avez suivi aussi la réaction de Matata Mponyo avec l'épisode Chérico. Comment est-ce que vous analysez le propos de Matata Mponyo? Pour revenir à ce que je disais, avant d'aborder cette question, je ne remets pas ici en cause le principe de la présomption d'innocence. Je ne l'affirme pas dès lors que la personne incriminée, M. Kalonda, est coupable de tous les faits qui lui sont imputés. Mais je pense que nous devrions, en républicain, faire confiance à nos institutions, aux services de renseignement, à l'armée, à la police, à notre pouvoir judiciaire finalement. Et si nous sommes des républicains, nous faisons de la politique. Et pour ceux qui aspirent à être au pouvoir demain, nous devons respecter nos institutions et leur faire confiance. Lorsqu'il y a une affaire en cours comme celle-ci, nous devons savoir garder le sens de la mesure. Ça, c'est... Ah, c'est bien, hein? C'est comme si vous êtes en train de faire des leçons, alors que même l'UDPS, lorsqu'elle était dans l'opposition, elle pouvait aussi donner de la voix sur des questions en justice. Vous avez déjà vu un acteur politique de l'UDPS être interpellé pour des faits comme ceux qui ont été présentés dans votre reportage? On parle de l'interpellation d'une manière générale. Non. Les services de renseignement ont été clairs dans leur communication. On a évoqué des faits qui laissent à penser que M. Kalonda pactiserait avec l'ennemi, voilà, qu'il entretiendrait des relations avec le M23. L'agresseur de la RDC. Les agresseurs de la RDC. Sans pour autant confirmer que ces faits sont vrais,
parce qu'il n'a pas encore été condamné, tout en respectant la présomption d'innocence. Mais je me demande, puisque vous me parlez de l'UDPS... Non, non, je ne parlais pas sur les mêmes contextes, je ne parlais pas de ce même contexte, mais j'ai parlé de l'interpellation. Par contre, l'UDPS a juste souffert parce qu'elle utilisait son verbe, la liberté d'expression, pour dénoncer les régimes dictatoriaux dans notre pays. L'UDPS a mené une lutte. Le régime de Tshisekedi est aussi considéré comme un régime... Madame la journaliste. Un régime un peu au-delà des... Absolument pas. Sauf pour ceux qui veulent manipuler l'opinion, qui sont restés nostalgiques des régimes policiers que nous avons connus dans ce pays. Et on accuse même le pouvoir d'être derrière cette situation de Salomon. Absolument pas. Moi, je suis cadre du DPS, mais vous voyez que dans mon propos, je garde le sens de la mesure. Je parle du respect du principe de la présomption d'innocence. Ce n'est pas l'UDPS qui a interpellé M. Salomon. Ce n'est pas l'UDPS qui a mis une arme à feu dans les poches de M. Salomon. Ce n'est pas l'UDPS qui est en train d'auditionner M. Salomon. Ce n'est pas l'UDPS qui a envoyé M. Salomon escader la Makala. Absolument pas. Voilà pourquoi je parlais du respect de nos institutions. Si nous sommes des républicains, nous devons respecter ces principes-là. Mais cette arme, selon Matata, appartient à son garde du corps, qu'il a perdu le 25 dernier lors d'un sit-in. Voilà encore de quoi faire rire les vaches. Comment ça? Madame, que dit le règlement militaire? Lorsqu'un militaire perd une arme, il doit le déclarer. Aussitôt perdu. Aussitôt perdu. M. Matata s'est exprimé près d'une semaine après. D'ailleurs, réfléchissons par absurde. Qu'est-ce que l'arme du garde-corps de Matata Ponyo ferait entre les mains de M. Salomon Kalonda? Salomon Kalonda qui a été pris à l'aéroport. Au cadre d'Ensemble pour la République, qui n'est pas du parti de Matata Ponyo. Primo. Deuxièmement, d'abord on parle de la marche. Deuxièmement, à l'aéroport lorsqu'il a été interpellé. Donc, M. Matata Ponyo est en train de nous dire qu'il a un garde du corps qui a perdu une arme, mais qui ne l'a pas déclaré plus d'une semaine après. Deuxièmement, il nous dit que M. Salomon Kalonda aurait subtilisé, donc volé l'arme de son garde du corps et s'apprêtait à monter dans un avion pour Lubumbashi avec l'arme de son garde du corps. Vous imaginez comment des gens qui sont dans une même coalition politique peuvent se lancer des flèches de cette manière? Monsieur Matata Ponyo, qui est en alliance avec Monsieur Katumbi, dans le cadre de leur coalition, prétend que le bras droit de Moïse Katumbi aurait subtilisé l'arme de son garde du corps et s'apprêtait à aller à Lubumbashi avec. Vous comprenez un peu ce que Matata Ponyo dit? C'est extrêmement grave. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que le garde du corps dont il s'agit serait porté disparu. Comme par magie. Non, madame, à un moment donné, il faut... Et que cachent ces révélations de Matata Ponyo, selon vous? Je ne sais pas. Et je pense que c'est inqualifiable. Et est-ce que la justice peut aussi se saisir de ce dossier après ces révélations de Matata, interpeller Matata Ponyo? Vous voyez que là, je viens de relever des faits sans donner des orientations ou prendre une direction quelconque. De peur qu'on ne dise demain, voilà un cadre de l'UDPS qui déjà sur le plateau de télévision avait prédit qu'on allait poursuivre Matata. Je ne tomberai pas dans ce piège-là, madame. Il ne m'appartient pas à moi d'en décider. Il appartient à ceux qui en ont le pouvoir d'examiner les faits et de tirer les conséquences. Depuis que cette histoire a commencé, Salomon avec Moïse Katumbi qui est de Ensemble pour la République, qui sont dans le Quator, mais il n'y a que deux personnes qui parlent. Ensemble à parler avec les révélations de Matata Ponyo, alors qu'il y a, ce sont des Quator. Martin Fayulu ne dit rien, et puis Delis Sanga ne dit rien autour de ces dossiers. Qu'est-ce que vous pouvez interpréter de ces silences-là? Il y a à boire et à manger. Il faut reconnaître que le Premier ministre Matata nous a habitués quand même à des histoires étranges.
il y a encore quelques années, il avait fait un crash d'avion. Et il avait fait un traumatisme crânien. Il avait subi un traumatisme crânien. On se rappelle encore. Et quelques jours après, il était Premier ministre. Il faut quand même remarquer que c'est quand même surprenant. Et bon, je constate que leurs alliés sont peut-être dubitatifs par rapport aux faits qui sont reprochés à M. Kalonda et qui n'ont peut-être pas envie de se salir les mains. Mais en tout cas, je crois que il faut faire confiance à nos institutions et laisser la justice faire son travail. Et perquisition des résidences de M. Katumbi et Salomo, des procédures irrégulières selon Ensemble pour la République. Madame, la perquisition est une mesure d'enquête ou d'instruction qui permet à un officier de police judiciaire ou à un magistrat d'effectuer des enquêtes minutieuses dans un site, ça peut être une résidence ou pas, où il est supposé trouver des éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle un citoyen, une personne est poursuivie. Mais il y a quand même des procédures à respecter avant cela, non? Maintenant, lorsqu'on parle des mouvements subversifs, lorsqu'on parle de haute trahison, lorsqu'on parle de collusion avec des agresseurs de la RDC, vous comprenez tout de suite que ce sont des questions extrêmement sensibles avec lesquelles les services de renseignement agissent aussi de manière tout à fait particulière. Vous imaginez un seul instant que l'on vienne vous dire, Madame Noëlla, on viendra perquisitionner votre résidence pour voir s'il n'y a pas des documents compromettants de vos conversations avec le Rwanda. Vous imaginez ça? La personne risque d'enlever, si elle a des documents, elle risque d'enlever le tout. À un moment donné, les acteurs politiques congolais, on est un peu comique. Hein? Ok, cette question avant quand même de prendre le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. À quelques mois des élections en République démocratique du Congo, le conseiller spécial de Joseph Kabila Kabange en 2018, Jean Bouyou, révèle des secrets d'État. Martin Fayulu n'avait rien compris. Est-ce que vous pouvez nous dire les messages qu'il a voulu nous donner? Martin Fayulu n'avait rien compris. Et Martin Fayulu a même réagi pour dire qu'il n'avait jamais été saisi, tout ça. Martin Fayulu lui a répondu. Il a dit qu'il n'avait jamais été consulté. Consulté, voilà. Ceci signifie que, d'abord, ça signifie deux choses. Lesquelles? La première, c'est que Maître Mbouyou a tenu des propos qui étaient loin de la vérité. La deuxième chose que ça confirme, c'est que la thèse toujours avancée par M. Fayulu d'un compromis à l'africaine, même thèse relayée par Maître Mbouyou, finalement est fausse. Si M. Fayulu lui-même dit qu'il n'avait pas été consulté. La politique en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, parlons de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. En Ituri, où je me trouve présentement, la situation sécuritaire évolue d'une façon mitigieuse. Pour les uns, ils trouvent que ça évolue, mais pour les autres, ils disent carrément que ça n'évolue pas. Il y a des grandes informations qu'on peut partager avec vous. D'abord, c'est le passage du procureur général de la CPI qui est venu se rendre compte de la situation sur terrain. Il a fait un tour à l'intérieur de la province, il a rencontré les victimes et nous espérons que d'ici là, les poursuites vont commencer. Tous ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes humanitaires seront poursuivis par la CPI. Et de deux, il y a une signature d'un protocole d'accord de cessation des hostilités entre 4 groupes armés
Mais malheureusement, nous constatons qu'ils n'ont pas respecté ces protocoles. Déjà, dans moins d'une semaine, il y a eu encore massacre perpétré par la milice Codeco. Restauration de l'autorité de l'État sur toute la République démocratique du Congo, le processus devient irréversible pour Peter Kazadi, actuel patron de la territoriale en RDC, qui, à marge des assises de Ngabé, a pris l'initiative de se rendre dans les territoires de Kwamout, province de Maïndombe. Sur place, après un bref entretien avec le général Bruno Mandevou, commandant en charge des opérations de Kwamout sur l'axe fluvial, le super flic du gouvernement Samalou Kondé, qui accompagnait son homologue de la République du Congo, s'est retrouvé en face de ses compatriotes du territoire de Kwamout. Dans sa gibecière, Peter Kazadi a apporté un message de réconfort du chef de l'État Félix Tshisekedi. L'émissaire de Félix Tshisekedi et garant de la sécurité au pays ne manque pas de demander aux riverains de dénoncer l'ennemi qui essaye de trouver refuge aux côtés des populations. Toutefois, la force reste à la loi. Autant l'État est au-dessus de qui que ce soit. Par la même occasion, Maître Peter Kazadi a procédé à la restitution de biens de la population emportés par les insurgés. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, a tenu à préciser que le ciel est bleu entre son pays et la République du Congo, une réalité qu'il partage avec son homologue du Congo d'en face, Raymond Zéphirin Mboulou. C'est sous les ovations de ces publics du territoire de Kwamout, visiblement consolés par la visite, que la forte délégation du VPM de l'Intérieur de la RDC, Maître Peter Kazadi Kankondé, a regagné le district de Ngabé en République du Congo, où devraient se poursuivre les travaux de la 9e session de la Commission spéciale de défense et sécurité, et ceux de la 8e session de la Commission technique mixte en matière de frontières entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Comme vous le savez, il y a un processus de transition. Donc, ce que je souhaitais souligner, et ce qui est, je crois, bien compris, c'est que cette transition, c'est une transition vers l'État congolais. Je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que lorsque la MONUSCO continuera son processus de départ graduel et un jour sera totalement partie du pays, les capacités et les moyens de la MONUSCO partiront avec elle. La MONUSCO et les autres opérations de maintien de la paix. Et lorsque ces opérations partent, ces financements cessent. Ça n'est pas d'ailleurs quelque chose qui relève simplement du système des Nations Unies, c'est quelque chose qui relève de l'organisation au sein même des pays contributeurs, où souvent ce sont même des enveloppes et des ministères totalement différents qui finance d'un côté les opérations de maintien de la paix comme la MONUSCO, de l'autre côté les fonds et les agents. Je le dis parce que cela veut dire, et nous en avons parlé avec les autorités, qu'un processus de transition graduelle de la MONUSCO implique que l'État prenne en charge les activités qui sont aujourd'hui conduites par la MONUSCO. Je le dis parce que parmi les activités de la MONUSCO, il y a en particulier la protection des civils. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont protégées aujourd'hui quasi exclusivement et souvent exclusivement par la présence de la MONUSCO. Et si elle partait demain, ces civils seraient en très grave danger, pour le dire simplement, d'être massacrés, de mort. C'est vrai que l'affaire est en cours. Maître, dites-nous, quelles leçons avez-vous tirées de l'affaire Manga Tchouchou? D'abord,
je constate que ces questions qui font l'objet d'accusations, des chefs d'accusation qui pèsent sur l'honorable Mwanga Chouchou sont d'une gravité extrême. Je ne comprends pas, tout en respectant le principe de la présomption d'innocence, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que la justice congolaise n'avait jamais eu l'occasion de l'écouter autrefois? Parce que finalement, quel est le mérite d'une affaire judiciaire, quelle que soit son issue? C'est que l'accusé ou l'incriminé a au moins le droit de présenter ses moyens et de se défendre. Donc, on a la possibilité de voir plus clair, d'éclairer les zones d'ombre qui pèsent sur une affaire. Mais je ne comprends pas pourquoi, au courant des 18 dernières années, on ne s'est jamais posé la moindre question là-dessus. Je referme la parenthèse. Deuxième chose, je considère que l'honorable Mwanga Chouchou, qui est devant son juge naturel, est encore présumé innocent parce qu'il ne fait pas encore l'objet d'une condamnation et encore moins d'une condamnation définitive. Troisièmement, je considère aussi qu'il faut laisser la justice aller jusqu'au bout et faire son travail. Le cas échéant, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, que la justice s'applique, et si les faits qui lui sont reprochés le sont faussement et qu'il est innocent, que la justice aussi prenne ses responsabilités. En tout état de cause, que la justice fasse son travail. Finalement, dans l'Est, on continue toujours à enregistrer des morts, hein? Presque pas tous les jours, mais chaque semaine, vous avez suivi le monsieur qui a parlé, qui se trouve actuellement en Ituri. Mais finalement, quelle est la solution pour la guerre dans l'Est du pays? Madame, la situation à l'Est de notre pays dure depuis près de 30 ans. Mais elle s'est aggravée au fil des années à cause des conséquences des brassages, des mixages, de tous ces mouvements qu'il y a eu non seulement dans notre armée, mais au sein des services de renseignement. En tant que républicain et en tant qu'acteur politique, je ne peux pas ici jeter l'anathème sur notre armée et sur nos services de sécurité parce qu'elles ont la mission de défendre notre pays. Mais vous conviendrez avec moi que dès que le président de la République a pris les responsabilités en janvier 2019, il a trouvé l'armée qui souffrait déjà de cette situation. Et les services de renseignement aussi. Et dès lors, il y a des efforts qui sont fournis. Je vous parlais tout à l'heure de l'amélioration des conditions des militaires. Je vous parlais tout à l'heure aussi de... On a quand même alloué beaucoup de budget, l'accroissement beaucoup d'argent à l'armée. À l'armée congolaise. Sans compter de la loi de programmation militaire. Vous voyez comment le président de la République se déploie à gauche et à droite, partout où on parle de la paix en République démocratique du Congo. Et je pense qu'il y a de l'espoir que ça finira par aller. Il y a de l'espoir. Pour l'instant, oui, il y a de l'espoir. Il faut continuer. Mais qu'est-ce que l'armée congolaise doit encore faire qu'elle n'a pas encore fait? Je pense que nous avons besoin davantage d'équiper notre armée, de lui donner davantage de moyens, mais aussi de travailler de manière à ce que ceux qui occupent des responsabilités, notamment dans les zones d'opération, soient des personnes véritablement loyales au drapeau national. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui s'est quand même interrogé lorsque nous voyons qu'il y a des territoires comme Bunagana, Rutshuru, Kibumba où les M23 se sont retirés de ces territoires, mais qui occupe actuellement ces territoires-là? Et il y a certaines personnes qui estiment que la RDC est en train de se plaindre. Je ne sais pas à quoi s'attendaient ces personnes-là. Peut-être
voudrait-elle que le ministre des Affaires étrangères félicite les M23? Ça, je ne sais pas. Normalement, ce sont les FRDC qui devaient quand même occuper ces territoires. S'il vous plaît, il y a des engagements qui ont été pris dans le cadre de l'EAC. Ces engagements ne sont pas respectés. Nous ne sommes pas seuls dans l'EAC. La République démocratique du Congo s'exprime par la voix de son ministre des Affaires étrangères comme gouvernement. Dès lors que la République démocratique du Congo remplit ses engagements et que les autres partis ne respectent pas. Mais est-ce que l'EAC va réellement se retirer de la RDC? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que l'action de l'EAC a montré ses limites. Et qu'il est temps de nous tourner vers d'autres solutions. Aujourd'hui, peut-on donner raison à ceux qui étaient contre le fait que le président de la République ait amené la RDC dans l'EAC? On peut leur donner raison aujourd'hui? Madame, il y a deux catégories de personnes qui ne se trompent jamais. Je dirais plutôt qu'il y a une catégorie de personnes et c'est quelle? Qui ne se trompent jamais et qui ne commet jamais d'erreur. C'est laquelle? Ceux qui ne font rien. Ceux qui ne font rien. Oui. Ils n'ont pas le risque de se tromper ou de commettre des erreurs. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que vous avez tout compris. Non, pour les téléspectateurs. Je pense qu'ils ont tout compris aussi. Ok, cette question, est-ce qu'aujourd'hui la RDC doit se tourner vers la SADC? Parce que c'est là que nous étions plus actifs. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, le président de la République, le gouvernement congolais a accéléré les discussions dans le cadre de la SADC pour que cette dernière s'implique davantage dans la recherche de la solution en ce qui concerne la pacification de l'Est de notre pays. Et nos expériences, les expériences du passé entre la RDC et la SADC peuvent nous pousser à croire que les choses peuvent aller mieux. C'est complètement fini pour ce rendez-vous de la semaine, Maître Désir. C'est vrai que vous êtes ici comme acteur politique, mais vous êtes cadre de l'UDPS. Permettez-moi quand même de vous poser cette question. La sortie médiatique du secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, certaines personnes estiment que ce n'était pas important pour Augustin Kabouya de communiquer. Et vraiment, je me demande qui sont ceux qui donnent des licences aux secrétaires généraux des partis politiques pour leur dire quand est-ce qu'ils doivent s'exprimer ou quand est-ce qu'ils ne doivent pas s'exprimer. Madame, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, dans le cadre des matinées politiques, s'exprime devant les cadres et les militants de son parti, notamment au sujet de l'actualité politique de l'heure et de la vie du parti politique qu'il dirige. De quel droit une personnalité ou un acteur politique qui n'est pas de l'UDPS estimerait que le secrétaire général de l'UDPS devrait se taire? Je ne comprends pas. Et quelle a été donc l'opportunité ou l'importance de cette communication alors? Mais il y a toujours une opportunité de communiquer. Parce que la vie politique est dynamique. Les événements politiques changent ou évoluent au quotidien. Et c'est le devoir d'un secrétaire général, d'un chef de parti, de communiquer avec sa base. Comment peut-on empêcher un secrétaire général d'un parti de communiquer avec sa base? Je me demande au nom de quoi? Quel est ce principe démocratique qui interdit aux secrétaires généraux de parler avec leur base? Nous, l'UDPS, nous n'avons jamais interdit au secrétaire général d'ensemble ou de l'ECD ou du PPRD de communiquer avec leur base, si tant est qu'ils en aient. Maître Désir, c'est complètement fini. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir encore de vous suivre, décortiquer l'actualité de la semaine. Je leur demanderai de faire confiance au président de la République. Nous ne sommes pas en période de campagne électorale, mais qu'il y a bon espoir. Notamment, nous voyons les efforts que le président de la République déploie pour la pacification de l'Est du pays. Nous avons vu son engagement pour donner plus d'accès à l'enseignement, à l'éducation, à nos enfants. Et nous voyons tant d'autres choses que le président de la République fait. J'ai vu un reportage qui m'a intéressé tout à l'heure lorsqu'on parlait du climat des affaires. Il y a vraiment lieu d'en parler.
il y a des efforts considérables qui sont fournis. Notamment, je fais ici allusion, par exemple, en ce qui concerne le climat des affaires, à la loi contre le blanchiment des capitaux du 27 décembre 2022, qui a été promulguée par le président de la République, qui permet à la RDC d'être considérée comme un État normal, parce que désormais, nous avons une loi qui respecte les normes du groupe d'action financière et donc bref, les normes internationales. Et voilà. Et c'est toutes ces choses qui rassurent les investisseurs, qui permettent aux investisseurs de venir en République du Congo. On disait, voilà, il n'y a pas d'investisseurs, même pas un quado. Maintenant qu'il y a une usine de montage de véhicules ici, bon. Maître Désy, candidat lors de prochaines élections? Il appartiendra à mon parti de déterminer si il estime que je représenterai valablement ses couleurs. Merci à vous d'être passé une fois de plus sur le plateau des Infos 7. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle, notre invité est cadre du parti présidentiel, mais ici il est intervenu comme acteur politique. Madame, Messieurs, c'est complètement fini pour notre rendez-vous de la semaine. Je ne cesserai de le dire. Info 7, un magazine de Congo Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de nous faire confiance et surtout, merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous écrire et qui ne cessent de nous contacter, d'envoyer parfois leurs questions. Merci de votre fidélité à la chaîne Haute Définition. Eh bien, c'est l'heure. Bye bye.